Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts de l'univers fait dodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'hypnothérapie, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratiques du yoga et j'en passe, toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun ? Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes, témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, qui ont bénéficié de consultations des experts de l'univers fait dodo ou de leurs partenaires. Il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à tous! Bonjour Natacha. Bonjour Aurélie. Natacha, bienvenue sur Allo fait dodo aujourd'hui. Merci, je suis vraiment heureuse de pouvoir contribuer à ce tout nouveau podcast. Merci beaucoup. Oui, c'est effectivement un projet qu'on avait avec Caroline depuis un certain temps et on est vraiment ravis de l'avoir mis en place là depuis le début de l'été. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir, Natacha. Je vous l'évoquais juste avant le lancement de cet épisode, mais effectivement, nous avons beaucoup de parents qui ont sollicité, et notamment fait dodo, suite à l'article que vous avez écrit sur votre blog. Vous êtes blogueuse, Natacha, entre autres. Vous avez un blog qui s'appelle Écovert. Et vous allez nous en parler un petit peu. Je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, de nous parler de votre petite fille, de nous parler de son sommeil, de l'évolution de son sommeil plus exactement. Je vous propose de nous parler un petit peu de vous présenter en quelques mots et puis de nous dire un petit peu ce que vous faites. Parce qu'effectivement, il y a de nombreux parents qui seront ravis de vous entendre parce qu'ils vous lisent très régulièrement. Oui, avec plaisir. Donc, je tiens le blog Écovert depuis 8 ans. C'est un blog autour de l'écologie du quotidien. Donc, j'y aborde à peu près tous les sujets qui nous touchent au quotidien sur notre mode de vie, donc que ce soit l'alimentation, la garde-robe, l'usage des cosmétiques et puis bien sûr la parentalité aussi depuis que je suis devenue maman. Et toujours d'un point de vue écologique, éthique, avec en tête comment est-ce qu'on peut faire des choix plus sains, plus sensés pour soi et pour la planète au quotidien. Voilà, donc sur mon blog, je partage une grande diversité d'articles, et aussi bien des témoignages personnels que des retours sur les livres que j'ai pu lire, des recettes aussi, des recettes végétales. Voilà, c'est assez varié. Et donc ce blog, c'est une partie, ça remplit une partie de mes journées de travail et puis le reste du temps, j'enseigne l'anthropologie sociale et culturelle dans un lycée. Voilà. Et donc, vous êtes aussi maman, cette casquette-là, il ne faut pas l'oublier. Vous êtes aussi maman, votre fille, elle a presque 2 ans et demi aujourd'hui. Et effectivement, en 8 ans, là, vous évoquiez votre blog que vous avez commencé à écrire il y a 8 ans. En 8 ans, il se passe plein de choses. Et quand on devient maman, j'imagine qu'on a envie de partager aussi ce nouveau challenge, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des très bons moments, mais il y a aussi beaucoup de challenges. Et vous avez eu envie de partager sur votre blog l'accompagnement que vous aviez eu avec Caroline Ferriol à l'époque, puisque, si je ne me trompe pas, donc votre fille avait presque 1 an et demi, avait 16 mois à l'époque. Voilà, c'est ça. Quand vous vous êtes fait accompagner par Caroline, vous avez écrit dessus et là aujourd'hui, vous allez nous en parler de vive voix. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par justement concrètement quels étaient
les difficultés de sommeil que vous rencontriez avec votre fille. Peut-être si vous le souhaitez nous parler de son parcours à elle, parce que parfois il peut y avoir des impacts aussi sur le sommeil, c'est intéressant de le citer. Et puis les troubles que votre fille pouvait présenter vis-à-vis du sommeil, ce qui vous a alerté. Mmh. À quel moment vous vous êtes dit: «Non mais là, ça ne peut plus durer»? Mmh. Alors, les 3 premiers mois, notre fille se réveillait toutes les 3-4 heures la nuit. Elle faisait des micro-siestes, dans la journée de manière assez aléatoire. Et ça allait. C'était un rythme que je trouvais soutenable, en fait. Et pour moi, ce n'est qu'à partir du 4e mois que les choses ont commencé à se compliquer et que j'ai trouvé ce rythme très difficile à vivre et à supporter. En fait, à partir du 4e mois, elle a commencé à se réveiller toutes les 30 minutes à 2 heures, donc beaucoup plus fréquemment. Hem et moi, physiquement, c'était de plus en plus intenable, en fait. Et à ce moment-là, en fait, on était en vacances, on était, au bord de la mer, donc elle ne dormait pas dans son lit habituel. Donc on a mis, ses difficultés de sommeil sur le dos d'un tas de choses. On s'est dit: «C'est l'air marin, c'est le fait qu'elle soit dans un lit peut-être moins confortable, c'est le changement de lieu, de rythme» et cetera. Et puis en fait, de retour à la maison, on est resté sur le même rythme, c'est-à-dire, d'innombrables réveils nocturnes, et heu et puis, des siestes toujours aussi très courtes. Et en parallèle, moi, j'allais de moins en moins bien. Et je me suis dit: «En fait, c'est pas normal». J'avais beaucoup, j'avais souvent entendu dire que, bah, voilà, il y avait des bébés qui dormaient bien, des bébés qui ne dormaient pas bien. Et voilà, j'avais vraiment eu l'impression que, bah, on n'avait pas touché le gros lot du coup, mais en même temps, je me disais, «C'est insupportable, c'est vraiment insupportable» et je me dis: «C'est pas normal que l'on normalise finalement une telle souffrance». Donc j'entends d'un côté que bon, certains bébés trouvent leur rythme plus facilement que d'autres et que c'est comme ça, il faut peut-être y faire. Et en même temps, je trouvais qu'on dénigrait beaucoup la souffrance des parents. En tout cas, moi, je trouvais que ma souffrance était vraiment dénigrée, surtout qu'elle s'accentuait, de jour en jour. Et de retour de nos vacances au retour de nos vacances, au bout de quelques semaines, on s'est dit: «On va aller voir le pédiatre». Donc à ce moment-là, notre fille avait 6 mois, pour lui faire part de nos inquiétudes, de l'évolution dans son sommeil. Il nous a proposé alors de nous renvoyer vers un ostéopathe, pour, qu'il vérifie, son développement, pour qu'il s'assure qu'il y a pas de blocage particulier. On a pu obtenir un rendez-vous, 2 mois plus tard. Donc, quand on allait le voir, notre fille avait 8 mois. Et à ce moment-là, bah, après observation, de notre fille, il nous a dit qu'au vu de son développement moteur, au vu de son énergie, et cetera, et de ce qu'il avait pu observer, il n'y avait vraiment rien qui puisse expliquer, ces multiples réveils nocturnes. Donc, la conclusion, c'était, ben, voilà, vous avez un bébé qui dort mal, faut faire avec, faut prendre votre mal en patience et ça va passer. Un Donc ça a message été, vraiment très, très, très dur pour moi. Je me doute, c'est un message qui est dur à entendre quand on est parent et qu'on est épuisé, on est, au Mmh bord mh. du gouffre, qu'on C'est comprend ça. pas ce qui nous arrive. Mmh mh. Surtout vous allaitiez votre fille à cette époque? Oui. Oui. Oui, donc Mmh mh. d'autant plus fatiguée. C'est pour ça que je vous pose la question parce que malgré tout, l'allaitement, bah, épuise aussi Mmh mh. l'organisme de la maman et il faut pas Mmh mh. négliger ça. Donc j'imagine que oui, c'est un message qui est dur à recevoir et puis finalement, on voit pas vraiment le bout du tunnel. Mmh mh. J'imagine que ça a dû d'autant plus vous interpeller que, de par ce que vous nous disiez au début de notre échange, de par, votre passion et puis, votre curiosité, vous avez l'habitude d'aller, creuser les sujets et puis d'aller au fond des choses et puis de trouver des solutions, là où parfois on a l'impression qu'il y en a pas. Donc Mmh mh. j'imagine que vous étiez aussi dans cet état d'esprit peut-être par rapport à votre fille? De par votre Alors oui regard? et non, en fait, je savais que quelque chose n'allait pas.
C'était un ressenti très, très personnel finalement. Je me disais, c'est pas normal que je sois si mal et qu'on me dise que c'est normal en fait et qu'il faut prendre mon mal en patience. Pour moi, c'était pas acceptable. Et en même temps, je ne savais rien du sommeil des enfants. Autant je m'étais renseignée sur l'alimentation, sur l'allaitement, sur un tas d'autres sujets autour des bébés avant mon accouchement. Autant le sommeil, c'est un sujet qui m'avait jamais préoccupée en fait. Donc je ne savais rien. Et une fois mon bébé né, en fait, je n'avais pas les ressources nécessaires pour commencer les recherches. J'étais tellement fatiguée, j'étais tellement épuisée physiquement, émotionnellement, que je ne savais absolument pas vers qui me tourner ni quoi faire, à part mon pédiatre, puis cet ostéopathe-là. Donc, j'aurais bien aimé pouvoir creuser la question, mais je n'en ai absolument pas eu la force ni la disponibilité, en fait. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit avec mon mari qu'on allait essayer de sevrer notre fille des tétées nocturnes. Et donc, on espérait que ça allait lui permettre de mieux dormir. Parce qu'à côté de ça, par contre, il y a un tas de personnes qui se permettaient de faire des remarques, de nous donner des conseils sur ce qu'il fallait faire alors qu'on n'avait rien demandé. Et puis, c'est des personnes qui n'étaient absolument pas qualifiées pour nous donner des conseils. Après, chacun va de sa propre expérience et comme on sait, chaque expérience est différente. Mais je trouve que le problème, c'est qu'il y a un tas d'idées reçues qui circulent sur le sommeil des enfants, sur l'allaitement aussi, sur les bébés qui sont en biberon. Et à partir de là, chacun se construit ses propres croyances et présente ça comme une vérité générale. Donc, combien de fois on nous a dit c'est parce qu'elle a faim, c'est parce qu'elle est allaitée, il faut lui donner un biberon avant de la coucher, de les materniser. Non, donc on a bien essayé, hein, mais le biberon c'était juste, non, elle a pas du tout accepté de prendre le biberon. Donc ça ajoute aussi une part de culpabilité. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un souci dans ma manière de l'allaiter, dans la composition de mon lait, enfin le problème vient de moi. Voilà, bon bref. Dans tous les cas, on a fini par se dire, on va essayer de la sevrer des tétées nocturnes. Donc à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, en tout cas, on était en cododo tous les trois dans la chambre. Et on a décidé du coup pour le sevrage de faire dormir notre fille dans sa chambre, dans son lit. Et à ce moment-là, c'est mon mari qui a pris le relais la nuit. Il s'est en fait installé avec elle dans sa chambre, lui sur le canapé lit, et il l'accompagnait lors de ses réveils. Donc au fil des semaines, on a vu une évolution. Elle se réveillait moins. Elle a arrêté de réclamer les tétés la nuit. Donc il y a eu une période de mieux. Moi, je dormais dans ma chambre seule du coup. On peut pas dire que je dormais vraiment parce que j'entendais forcément ma fille quand elle se réveillait. Et, c'était pas toujours évident d'entendre sa frustration et ses difficultés, mais bon, en tout cas, j'ai vécu comme un soulagement aussi le fait qu'elle ne dépendait plus des tétés pour se rendormir. Donc ça a été une première étape très encourageante pour nous. Et puis en fait, quelques semaines après cette période de transition vers la chambre et de sevrage des tétées nocturnes, moi je suis partie en vacances avec elle en France dans ma famille. En fait, j'étais en congé parental toute la première année. Je voulais profiter de ce temps à ma disposition avant de reprendre le travail pour faire un plus long séjour dans ma famille. Donc je suis partie seule avec elle. Et à ce moment-là, en fait, les réveils nocturnes étaient encore présents, hein, donc ça arrivait toujours la nuit. Et je n'arrivais pas, comme mon mari avait pu réussir, à rendormir notre fille autrement, en fait, qu'en la faisant téter. Donc les premières fois, j'ai essayé de la bercer, de l'accompagner, de la raccompagner vers
de l'accompagner vers un rendormissement sans tétée, mais c'était juste impossible. Et comme j'étais seule et que j'étais toujours aussi épuisée, j'ai opté pour l'option de facilité et donc je l'ai remise au sein à chaque réveil. Et donc là, on a vraiment c'était un grand retour en arrière et, et voilà. Donc après, de retour à la maison, elle était de nouveau de retour dans notre chambre en cododo. Et voilà. Et puis ça a continué comme ça en fait pendant un moment jusqu'au premier confinement où là, la fatigue était devenue vraiment insoutenable pour nous tous. Hein. Et puis avec le confinement en plus et le stress lié au confinement, un jour j'ai décidé de juste aller m'installer dans la chambre de ma fille avec elle pour qu'au moins mon mari puisse dormir. Parce qu'en plus à ce moment-là, on était tous les 3 confinés à la maison, donc on travaille tous de la maison. Enfin, c'était vraiment compliqué comme dans beaucoup d'autres familles. Donc je me suis dit, je vais essayer de préserver ce qui peut l'être. Voilà. Là, vous aviez repris le travail du coup? Non, j'avais repris le travail en février. J'avais repris le travail en février et un mois plus tard, donc on a été confinés. Donc j'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir repris le travail, mais je l'ai repris quand même parce qu'après même en confinement, je devais continuer de travailler à distance. Mais là, tout ce que vous évoquez, c'est par rapport uniquement au sommeil de nuit, ou est-ce que vous rencontriez les mêmes difficultés pour les siestes? Parce que vous nous avez dit au début qu'elle dormait peu, c'était des petits temps de sieste. Est-ce qu'il y avait aussi cette sorte de dépendance à votre présence et à la tétée pour l'endormissement? Oui, complètement. Les siestes aussi étaient dépendantes. Enfin, elles dépendaient de moi pour l'endormissement. Après l'endormissement aussi, c'est un autre pan des difficultés. Il y a une évolution au niveau des endormissements, c'est-à-dire que je crois que c'est à peu près jusqu'à ces 8-9 mois, en fait, elle s'endormait directement après la tétée du soir ou la tétée de la sieste. Et puis voilà, je la posais dans son lit, elle dormait, alors pas très longtemps, mais elle dormait. Et puis après, en fait, elle ne s'endormait plus directement après avoir tété. Et ça voulait dire que je pouvais passer jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures parfois, allongée à ses côtés avant qu'elle ne trouve le sommeil. Et donc ça faisait aussi partie de mes difficultés. C'était une grande source de frustration et de fatigue pour moi parce que après avoir passé une nuit à très peu dormir, pas assez en tout cas, et des journées à accompagner, être là présente pour mon enfant. Arrivé le soir, j'étais plus qu'épuisée et je savais que m'attendait encore peut-être 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures où j'allais prendre le peu qui me restait d'énergie pour essayer de l'endormir. Et ça, c'était très, très, très difficile. Donc, généralement, il y avait une tétée. Et puis après, elle était très agitée. Elle enlevait sa turbulette. Elle me grimpait dessus. Elle me tirait les cheveux. Puis elle redemandait à téter. Donc, je me suis dit, allez, peut-être là, ça va être la dernière, ça va être la bonne. Donc, je lui reproposais le sein. Et puis, voilà, ça pouvait durer comme ça pendant très, très longtemps. Les siestes les endormissements étaient un peu plus rapides pour la sieste quand même. Le soir, c'était beaucoup, beaucoup plus long. Et là, du coup, vous êtes donc de plus en plus épuisée, mois après mois, bien entendu. Qu'est-ce qui fait que vous allez faire cette démarche pour vous faire accompagner, et là notamment par Fedodo? Ou est-ce que vous êtes tombée sur Fedodo un petit peu par hasard? Racontez-nous votre rencontre avec Caroline en l'occurrence. Alors, en fait, c'est Caroline qui est venue vers moi. Caroline fait partie des lectrices de mon blog. Et alors nous, on avait déjà entendu parler de la possibilité de se faire accompagner par un ou une spécialiste du sommeil des bébés. Donc, on avait ça en tête. Mais je pense que j'étais juste trop fatiguée, en fait, pour vouloir même faire la démarche. Parce que faire la démarche, ça voulait aussi dire faire des recherches, trouver quelqu'un de confiance, quelqu'un qui avait été recommandé. Comparer, J'avais juste même pas cette force-là. Mmh. Et donc, c'est en juin dernier que j'ai reçu un mail de Caroline, en fait, en me disant, voilà ce que je fais. Je suis votre travail, votre blog depuis un moment. Et alors, elle ne savait pas forcément qu'on avait des difficultés. Par contre, elle savait qu'on avait
qu'on avait une petite fille et donc elle me proposait, très gentiment de me faire découvrir, ses services et si besoin, de nous offrir un accompagnement. Et à ce moment-là, j'en ai parlé à mon mari et on n'a pas réfléchi très, très longtemps en fait, hein. C'est pour moi, c'était un grand oui, et heu et ça a été, elle est vraiment arrivée au bon moment. Je me rappelle lors de notre tout premier échange, lors de notre premier rendez-vous, en fait, pour faire le point un peu sur la situation. Elle me demandait comment je me sentais sur une échelle de 1 à 10. Je lui ai dit que j'étais à 3 quoi. J'étais vraiment, j'étais déjà au bord du gouffre, mais vraiment ça allait de moins en moins bien. Donc quand elle est venue vers nous, j'ai vraiment, j'ai vraiment eu l'impression, que, bah, qu'elle savait quoi et que voilà, ça a été très, très salvateur. Oui, alors que finalement, vous n'en aviez pas parlé à ce Pas moment-là du sur tout, votre non. blog, vous n'aviez pas Mmh mh. spécialement écrit sur le sommeil de votre fille ou quoi que ce soit, Non. donc une rencontre, fortuite et une Oui. rencontre heureuse finalement. Mmh mh. Tout à fait. Oui, oui. Je lui ai souvent dit, je suis tellement reconnaissante qu'elle m'ait contactée puis, qu'elle m'ait offert cette chance, ouais. Donc là, vous vous dites: «Bah, voilà, c'est vraiment Mmh le mh. bon moment. Là, il y a pas Oui. de il y a pas Mmh mh. d'erreur. Tout à fait. C'est le bon moment, on va partir là-dessus» Mmh et mh. après comment ça se passe? Comment s'est passé cet accompagnement? Combien de temps ça a duré? Alors je sais ça date d'il y a un petit peu plus d'un an Mmh en mh. arrière maintenant, mais si vous vous Oui. rappelez dans les grandes lignes, comment ça s'est passé? Mmh mh. Alors il me semble que c'était un accompagnement de 3 semaines, plus ou moins. Et donc ça a été, ça s'est passé, je dirais, de manière très fluide, en fait, hein. Voilà, très tout de suite, déjà, on a bien accroché avec Caroline. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé son approche, et sa philosophie aussi autour du sommeil, et des enfants. Et j'ai tout de suite senti qu'elle était là, pas juste pour accompagner, le sommeil de notre enfant, mais aussi nous accompagner nous en tant que parents. Donc ça m'a vraiment mise en confiance et j'avais, pour la première fois en 16 mois, le sentiment d'être entendue, d'être écoutée, d'être soutenue. Et ça m'a beaucoup rassurée, ça m'a beaucoup fait de bien. Voilà, quand Caroline nous a appelés pour faire le point, c'était pas juste pour nous demander comment s'étaient passées les nuits de notre fille, mais aussi comment nous on l'avait vécu. Voilà, donc c'est déjà ça d'emblée, j'ai eu le sentiment qu'on était, voilà, partis dans une direction en tout cas qui nous allait bien. Hem et suite à cette première consultation, on a rempli un questionnaire, très détaillé pour permettre à Caroline de comprendre notre situation personnelle, de savoir un peu ce qui s'était passé au cours des 16 derniers mois, de s'assurer aussi qu'il n'y avait pas de problèmes de santé de fond qui pouvaient expliquer aussi, les difficultés, de notre enfant, à bien dormir. Voilà, ça lui a permis aussi, je pense, c'est un questionnaire, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est aussi un questionnaire qui prend en compte, notre vision de la parentalité, nos valeurs et cetera. Donc c'est un quotidien vraiment très approfondi. Bon, donc on a rempli ça. Suite à ça, on a eu une consultation, en visio de bien 2 heures, où Caroline nous a présenté du coup son plan de sommeil, ce qu'elle a pu identifier comme problématique, à la lecture de notre questionnaire, enfin des réponses, qu'on lui avait apportées. Et là vraiment on avait, suite à cette discussion et puis au plan de sommeil qu'elle nous a envoyé, par mail, on avait vraiment, devant nous un tas d'informations sur le sommeil des bébés de manière générale et puis aussi, un tas de conseils vraiment précis, sur ce qu'il fallait mettre en place au cours des 3 semaines suivantes, pour permettre à notre fille hem, de pouvoir s'endormir de manière autonome, hem et de pouvoir, dormir, suffisamment d'heures, suivant son âge et de pouvoir dormir, sans interruption. Voilà et tout ça aussi bien pour la nuit que pour les siestes. Donc ça concrètement, ce que ça impliquait, c'est d'abord, de réorganiser sa chambre. Hem
de changer la position du lit pour l'éloigner de la fenêtre, de trouver un moyen de mettre la chambre, de faire en sorte que sa chambre soit dans le noir complet, enfin en tout cas le plus possible, parce qu'on n'avait pas des volets complètement occultants. Ça impliquait aussi juste de réorganiser un peu sa chambre pour que tout soit propice à un bon sommeil. Voilà. Donc ça, c'était l'étape concrète, on va dire, pour lui offrir un bon environnement de sommeil. Et puis après, en fait, au fil des jours, on avait géré un peu une marche à suivre qui était flexible évidemment, mais en tout cas des conseils pour nous permettre de savoir comment accompagner notre fille vers le sommeil le soir, comment l'accompagner lors de ses réveils nocturnes, tout ça dans le but de lui donner en fait confiance en sa capacité à trouver le sommeil seul et à se rendormir. Et on a vu que très rapidement, en fait, elle a trouvé cette confiance. Et en fait, au bout donc les 2 premiers soirs, quand on l'a posée dans le lit, elle nous rappelait systématiquement et plusieurs fois dans la demi-heure, on va dire, qui a suivi. Et puis au bout de la 3e nuit, mon mari l'a posée dans son lit et on ne l'a plus entendue. Elle a trouvé le sommeil seule et calmement. Voilà. Donc en fait, on a procédé par étapes et après suivant l'évolution des endormissements et des nuits, Caroline, au fil des jours, nous donnait de nouvelles clés, de nouveaux conseils et pour qu'on s'adapte en fait suivant les réactions de notre fille et aussi suivant notre ressenti. Parce que Caroline nous proposait un tas de choses, mais il était important pour elle que nous soyons aussi en adéquation avec ce qu'elle nous proposait et qu'elle nous propose pas de faire des choses qui nous mettent mal à l'aise ou quoi que ce soit. Après, ça, c'était vraiment tout ce que nous proposait Caroline nous allait bien puisqu'on partage vraiment la même philosophie, les mêmes priorités, je dirais, vis-à-vis de notre enfant. C'est-à-dire qu'il est hors de question pour nous de la laisser pleurer sans Vraiment, Natacha, je voulais vous poser la question je voulais justement vous poser la question, rebondir sur ce que vous avez dit là juste un petit peu avant, à savoir quelles étaient vos valeurs en tant que parents et quels étaient les points sur lesquels vous ne souhaitiez pas transiger parce que réellement c'était trop important pour vous et ces valeurs avec lesquelles vous vous êtes retrouvés alignés dans ce que vous proposez Caroline, parce que je pense que c'est important. On ne peut pas faire confiance et suivre quelqu'un lorsqu'on n'est pas aligné avec les valeurs et avec le pourquoi. Et vous aviez l'air de dire que là, vous aviez à la fois trouvé de l'écoute, mais aussi que ça correspondait à ce que vous souhaitiez pour votre fille. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, bien sûr. La première chose pour moi qui était très importante, c'était qu'à aucun moment on ne soit obligé de laisser notre fille pleurer. Voilà. De la laisser pleurer seule, sans intervenir, sans l'accompagner en fait dans son chagrin. Donc ça vraiment c'était notre priorité. Sachant combien le fait de laisser un enfant pleurer seul peut impacter son développement, voilà, pour moi c'était juste hors de question. Et donc il y avait déjà ça. Et ensuite, de manière plus générale, je dirais le fait ce que j'ai vraiment aimé avec Caroline, c'était qu'il y avait pas de méthode, il y a pas de méthode préétablie. Elle a pas une formule magique en fait, malheureusement peut-être, que tous les parents peuvent appliquer et qui va permettre à tous les enfants de trouver le sommeil et de dormir. Non, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle reconnaît que voilà, tous les enfants sont différents, tous les parents sont différents, toutes les situations familiales sont différentes. Et donc l'important, ce qui est important, c'est de s'adapter vraiment à chaque situation et aux priorités limites de chaque foyer. Donc il y a une réelle bienveillance et je dirais une réelle écoute de nos différences en tant qu'humains, en tant que parents.
une reconnaissance que tous les parents ne sont pas pareils, tous les bébés ne sont pas les mêmes, et que de fait, il ne peut pas y avoir on ne peut pas appliquer la même méthode à tout le monde. Donc ça m'a aussi beaucoup, beaucoup fait de bien. Et ensuite, je dirais le fait que Caroline soit aussi bien à l'écoute des besoins de l'enfant que des besoins des parents, de manière plus générale aussi. Et ainsi permettre non seulement au bébé d'aller mieux en trouvant un meilleur sommeil, mais aussi aux parents. Voilà. Donc pour moi, c'était vraiment un accompagnement global, holistique. Il ne s'agissait pas juste de s'assurer que notre enfant allait dormir et bien dormir, mais aussi de s'assurer qu'on repartirait tous, enfin en tout cas mon mari et moi, avec les clés qu'il nous faudrait, la confiance qu'il nous faudrait pour pouvoir accompagner notre enfant vers un bon sommeil tout au long de sa vie. En fait, on était bien conscient dès le départ que c'est pas parce qu'on finirait l'accompagnement certainement sur une très bonne note et avec un bébé qui dormirait bien et suffisamment qu'on n'aurait plus jamais de problème durant le reste de son enfance. Donc, j'ai beaucoup apprécié aussi l'honnêteté de Caroline vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que elle n'était pas là. Elle ne nous garantissait absolument pas qu'à partir à partir de cet accompagnement, tout irait bien pour le reste de sa vie et de notre vie. Mais par contre, elle nous a vraiment fourni un tas de clés et de connaissances qui nous permettent aujourd'hui de faire face à différents soucis qu'on peut avoir même un an plus tard avec le sommeil de notre enfant. Et je dirais ce qu'elle nous a donné de plus précieux, c'est la confiance. Elle nous a permis de développer notre confiance en notre bébé et en sa capacité à trouver le sommeil, mais aussi elle nous a donné confiance à nous en tant que parents en notre capacité à bien l'accompagner. Mmh. Vous avez dit tout à l'heure que c'est votre mari qui avait mis votre fille dans son lit les 2-3 premières nuits et qu'à partir de la 3e nuit, ça avait commencé à vraiment très bien se passer. C'est un accompagnement que vous avez suivi tous les 2, c'est-à-dire que vous étiez tous les 2 acteurs dans cet accompagnement-là? Vous avez été tous les 2 présents lors de la présentation du plan de sommeil? Ça, c'est un élément qui était important selon vous? Oui, pour moi, c'était primordial qu'on soit tous les 2 impliqués dans cet accompagnement, parce que, en dehors de la période où mon mari a tenté de sevrer notre enfant des tétés de nuit et puis il y est parvenu d'ailleurs, c'est moi qui en fait, par défaut, accompagner mon enfant pour ses endormissements et puis m'occuper d'elle lors de tous ses réveils nocturnes et c'était pareil pour la sieste. Et c'était le cas parce qu'en fait j'étais en congé parental, donc j'étais à la maison toute la journée avec elle et aussi parce que je l'allaitais et que pour nous en fait l'endormissement était devenu, l'allaitement était devenue la clé de l'endormissement. Donc, à partir de ce moment-là, mon mari ne pouvait pas faire grand-chose. Voilà. Et donc, là, j'ai vu une opportunité très précieuse. Je me suis dit, bon, maintenant, on peut faire en sorte que l'endormissement et le sommeil de notre enfant ne soit pas juste une affaire qui me concerne, puisque l'idée, c'était vraiment aussi de la sevrer des tétés de nuit. Je l'allaitais encore et j'avais pas l'intention d'arrêter à ce moment-là. En revanche, je ne souhaitais plus qu'elle dépende de moi et des tétés pour son sommeil. Donc à partir de ce moment-là, ça voulait dire que quand mon mari pouvait être tout aussi tout pouvait être présent et on était du coup tous les 2 présents pour la présentation du plan de sommeil et puis Caroline nous a conseillé que mon mari s'occupe en fait de notre fille lors des réveils. Je ne saurais plus vous dire combien de temps, mais en tout cas bien la première semaine.
au moins la première semaine. Moi, je ne suis pas du tout intervenue la première semaine. J'ai juste, on va dire, fait ma part lors du rituel du coucher. Mais sinon, voilà, c'est mon mari qui a géré, je dirais, la partie la plus difficile finalement, parce qu'au bout de la Cette première partie de semaine, transition. Mmh. après les choses se sont apaisées. Donc là, à partir de la 3e nuit, déjà, il se passe quelque chose au niveau de Mmh. l'endormissement. Est-ce que les réveils nocturnes aussi ont disparu et qu'est-ce qu'il en a été pour les siestes? Comment ça s'est passé justement sur cette fameuse première semaine difficile parce que semaine de transition pour elle et pour vous aussi? Mmh. Oui. Hem, alors les siestes, bizarrement, l'endormissement se passait beaucoup mieux pour les siestes, il était beaucoup plus facile. Hem, Par contre, les siestes se sont écourtées, voilà, dans les premiers temps, puis après, elles se sont rallongées de nouveau, quelques semaines plus tard. Hem Et puis, concernant le sommeil, de nuit, en fait, au fil des jours, les endormissements étaient beaucoup plus calmes et rapides. En tout cas, notre enfant ne nous appelait plus. On l'a posé dans son lit et puis, on pouvait l'entendre chantonner, voilà, mais donc elle s'endormait pas forcément tout de suite, mais en tout cas, on sentait qu'elle était sereine. Hem Et puis surtout, ce qui a, changé, c'est qu'au fil du temps, alors au début, je vous ne cache pas que, clairement, notre enfant n'avait bon, on lui avait parlé, hein, de tous les changements qu'on allait mettre en place, donc on essaie de la préparer, autant que possible. Mais ça a été un changement énorme pour elle, évidemment. Donc les premiers temps, dès lors qu'on commençait le rituel du coucher, il y avait beaucoup de résistance. Beaucoup, beaucoup de résistance. Et puis au fil du temps, cette résistance a disparu. Enfin, elle s'est atténuée, puis elle a disparu. Manifesté comment? Et au contraire, voilà, il y a des jours où c'est elle qui venait nous chercher pour me dire: «Allez, je vais aller dormir, c'est l'heure de lire les livres». Voilà, c'est devenu pour elle un vrai plaisir. Ah Donc oui. ce qui était pendant très longtemps une bataille, bien avant l'accompagnement en tout cas, c'est devenu un plaisir pour elle, un plaisir qu'elle recherchait finalement, puisqu'elle venait parfois nous chercher en disant: «Voilà, c'est l'heure d'aller dormir, j'ai envie de lire un livre, papa, c'est toi qui le lire ce soir», et Et ça pour nous c'était, comment se manifestaient les résistances de votre fille avant? Quand vous parlez de résistance, mmh mh. c'était, est-ce que ça se manifestait uniquement par des pleurs? Est-ce qu'elle courait partout dans la maison? Oui, voilà, c'est ça, elle pleurait, elle enlevait sa turbulette, elle nous laissait pas la mettre, elle refusait d'aller dans sa chambre. Donc c'était vraiment, je dirais que c'était une résistance très physique. Elle nous empêchait finalement de l'accompagner vers sa chambre et vers le rituel du coucher. Et en fait, au début, ce qui se passait, c'est qu'on démarrait le rituel, du coucher par un changement de couche. Voilà, donc elle savait ce que ce changement de couche, signifiait. Et à partir de ce moment-là, c'était très difficile parce que du coup, le rituel du coucher n'était pas très agréable. Donc on a fait quelques ajustements à ce moment-là aussi pour essayer avec Caroline pour essayer d'apaiser les choses et voilà, ça nous a beaucoup aidés. Et après concernant les nuits et les réveils, le nombre de réveils, a diminué, au fil des jours. Alors je sais plus du tout, à partir de quand, à quel moment, il y a eu la première nuit vraiment sans réveil. Je pense que c'est à partir de 10 jours par là, au cours de l'accompagnement. Et pendant ces 10 jours, vous vous sentiez sereine? Vous vous sentiez confiante dans le fait que oui, c'était vraiment le bon chemin pour vous? Ou alors, c'était parfois un peu difficile et il y avait des hésitations et vous, dans quel état d'esprit vous étiez justement? Moi, j'étais très positive, et très sereine parce que je voyais des progrès au fil des jours, et tout ce qu'on mettait en place en fait, ça faisait sens pour moi. Je dirais pas que je le faisais naturellement parce que je j'aurais pas mis ça en place par moi-même, mais ça faisait vraiment sens. Tout ce que nous suggérait Caroline, tout ce qu'elle nous avait conseillé en amont, tout ce qu'on ajustait au fil des jours, hem
voilà, ça fonctionnait pour nous. On n'avait pas du tout l'impression de nous faire violence ou même ni d'aller à l'encontre du bien-être de notre enfant. Bien au contraire, on sentait que tout ce qu'on mettait en place, ça lui permettait de gagner confiance en elle, de gagner en autonomie. Et de mieux dormir, et tout ça, ça avait des répercussions en fait sur aussi son état la journée. Donc j'étais vraiment très sereine parce que très vite j'ai ressenti des effets positifs. Et puis on était accompagnés. Je savais que Caroline était disponible pour répondre à la moindre question, pour nous rassurer s'il y avait la moindre inquiétude. Voilà, donc j'ai vraiment très très bien vécu l'ensemble de l'accompagnement, et dès le départ. Parlez-nous justement, c'est intéressant ce que vous dites, comme quoi vous voyiez un changement lorsqu'elle dormait plus. Mhm. Parlez-nous de ça. Ça a été significatif, ça a été progressif et quel était son comportement finalement Mhm. avant, après? Qu'est-ce qui a Ouais. changé? Alors, ce qui est étonnant, c'est que nous, on n'avait pas du tout remarqué En fait, notre enfant dormait très peu, dormait très mal, et en même temps, on trouvait qu'elle était en pleine forme. Donc, on se disait: «Bon, elle dort pas bien, mais à côté de ça, tout va bien au niveau de son développement psychomoteur et puis elle est pleine d'énergie, donc ça va». Et puis, en Oui, fait, à ce n'est pas partir du toujours le moment cas. C'est vrai que c'est pas toujours le cas. On Mmh. peut le préciser, souvent les enfants, ils sont très irritables, très Mmh. grognons et Oui. ils ont beaucoup de mal à se concentrer, ils peuvent Mmh. faire des grosses colères. En tout cas, tout Oui. ça peut faire partie bien sûr du caractère de l'enfant, mais peut aussi Mmh. être amplifié fois 10 par la dette de sommeil. Là, vous, Tout à fait. il y avait pas ça chez votre fille? Bah, alors, il y avait quand même des difficultés, mais qu'on n'associait pas au manque de sommeil, et c'est à partir D'accord. du moment où elle a commencé à bien dormir qu'on s'est dit: «Ah, tout ça, c'était peut-être lié au manque de sommeil». Mmh, Voilà. d'accord. Donc alors déjà le gros changement, c'était au niveau de l'alimentation. Elle a commencé, à mieux manger, à manger un peu plus. Alors c'était pas, au niveau de l'alimentation, c'est toujours très difficile avec elle, et ça l'est depuis le début, mais il y avait quand même, un progrès notable. Donc dès le réveil, elle voulait manger, ce qui n'avait jamais été le cas. Elle mangeait jamais rien le matin, et donc là, il y avait un désir de petit déjeuner. Donc ça, c'était nouveau, et c'est pour nous, c'était très positif, parce que ne mangeait pas assez. Hem et puis, à côté de ça, on l'a trouvée plus sereine. Elle pouvait être, enfin, un peu comme vous disiez tout à l'heure, elle pouvait faire des colères, être très agitée. En fait, on se disait: «Ben, voilà, on mettait ça sur le dos bah, c'est son caractère, c'est son âge». Enfin bon, voilà, on disait: «C'est comme ça, c'est une phase, ça fait partie, de son développement». Voilà, on l'a trouvée souvent très frustrée, et ça s'est beaucoup, beaucoup apaisé à partir du moment où elle a commencé à dormir. J'ai trouvé aussi beaucoup plus autonome, alors qu'avant, elle avait tendance notre présence, en fait, dans la même pièce ne lui suffisait pas. Il y avait toujours besoin qu'on soit vraiment très, voilà, très proche d'elle, assise avec elle, même si on ne faisait pas forcément quelque chose avec elle. Elle avait énormément besoin de notre présence physique, la plus proche possible. Elle demandait beaucoup les bras. Elle était toujours accrochée à son doudou aussi. Voilà, et à partir du moment où elle a commencé à bien dormir, elle a aussi, je trouve, gagné en autonomie. Elle pouvait partir, voilà, faire son truc dans son coin pendant que moi je faisais, autre chose, toujours dans la même pièce, mais elle avait pas besoin que je sois là à côté d'elle, à à la regarder, ou voilà. Et on a pu, ranger doudou, dans son lit, l'essentiel de la journée, sans qu'elle y soit toujours collée non plus. Voilà, c'est des petites choses comme ça, hem, qui ont changé, suite à l'accompagnement, et que j'associe en tout cas, voilà, au fait qu'elle ait trouvé un bon sommeil.
C'est vraiment intéressant ce que vous dites et c'est rattaché au mot que vous avez beaucoup cité depuis le début, à savoir la confiance. La Mmh. confiance, c'est lié aussi, en tout cas, par l'autonomie est liée à la confiance qu'on peut avoir en soi, et cetera. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la dette de sommeil va induire des répercussions qui peuvent être déjà très différentes selon les enfants, tout comme c'est le cas pour les adultes d'ailleurs, bien entendu. Et puis, va induire des choses qui n'est pas forcément aisé de rattacher directement au sommeil. Mmh. Et du coup, effectivement, en l'espace de 3 semaines, là, si vous avez un accompagnement de 3 semaines, en 3 semaines, il peut se passer plein de choses et puis, alors on pourrait se dire: «Bah, c'est normal, l'enfant grandit», sauf que voilà, il y a des Mmh. phases, effectivement qui permettent à l'enfant de grandir et de se développer, mais en 3 semaines, quand on voit un changement assez, drastique, on peut se dire que c'était effectivement lié à la dette de sommeil et de par les études et ce que Caroline, véhicule aussi comme information, très, très régulièrement, on sait aujourd'hui que c'est lié à la dette de sommeil, bien évidemment. Je trouve ça très Mmh. intéressant de l'avoir effectivement précisé là. Oui. On a de la chance, Natacha, de pouvoir échanger aujourd'hui, à savoir 1 an après l'accompagnement que vous avez eu. Mmh. Je serais très intéressée que vous puissiez nous parler de ce qui se passe aujourd'hui pour votre fille. Vous Mmh. disiez tout à l'heure que vous aviez eu des clés à la fois pour, venir rompre le cercle vicieux des troubles du sommeil que rencontrait votre fille, mais Mmh. aussi que vous avez eu des clés pour justement avancer et on sait que dans cette période, de 0-3 ans notamment, il se passe énormément Mmh. d'évolutions pour l'enfant et c'est notamment le cas pour son sommeil, bien évidemment. Mmh. Donc ça veut dire que son sommeil d'il y a 1 an, en tout cas ses besoins en sommeil, l'organisation de sa journée autour du sommeil, et cetera, était bien différent il y a 1 an et par rapport à aujourd'hui. Vous nous avez dit avoir eu des clés pour, évoluer en même temps qu'elle et puis l'accompagner dans tout ça. Vous souhaitez nous en dire quelques mots? Oui, je dirais que déjà on a pris conscience du fait que le sommeil de notre enfant serait en quasi constante évolution donc à chaque fois qu'on fait de nouveau face à une difficulté, on se dit pas: «Oh là là, ça y est, c'est reparti, qu'est-ce qu'on va faire?» On retourne en arrière. Non, en fait, on est conscient que ça fait partie, de son évolution, donc c'est pas une fatalité, et que, on va simplement, ressortir, certaines des clés que Caroline nous avait données pour redonner confiance, à notre enfant dans ses capacités à s'endormir, à se rendormir et cetera et puis, surtout, hem, ne pas, oui, ne pas baisser les bras. Je réalise que c'est parfois, aussi facile de reprendre certains automatismes par facilité. Alors je ne l'allaite plus, hein, la nuit, enfin je l'allaite plus d'ailleurs depuis ses 22 mois. Mais, c'est vrai que ce que j'ai trouvé très précieux dans les conseils de Caroline, c'est le fait, de nous rappeler combien c'était important de ne jamais revenir en arrière, et donc, de voilà, de faire comprendre à l'enfant que s'il y a pas de négociation possible, il y a pas de compromis possible. Voilà, ça garder ça en tête, ça je dirais que ça donne une certaine force et ça nous permet d'éviter de retomber dans certains travers, voilà. Parce que Donc parfois pour c'est juste l'enfant, si tellement je plus comprends, simple de ça rentrer dans la chambre et de la prendre dans les bras, mais il mmh. suffit de le faire une fois pour que le lendemain, ce soit encore plus difficile de l'aider à retrouver le sommeil. Donc, Oui, lui, il a voilà, je vraiment dirais besoin d'une cohérence et mmh mh. d'un cadre, ça c'est finalement rassurant pour l'enfant, alors que parfois on a l'impression que ça peut être un petit peu comme que ça peut être restrictif. Or, il Mmh. en a besoin. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Tout à fait et c'est exactement ça et on l'a bien vu, on a fait des pas en arrière, hein, ça nous arrive, ça nous est arrivé, ça nous arrivera peut-être encore et à chaque fois on l'a payé le lendemain, on l'a payé les jours suivants parce que, voilà, on s'est accordé, cette exception et voilà. Donc ça pour moi ça a été très précieux de garder ça en tête, au cours de ces 12 derniers mois depuis l'accompagnement. Et juste maintenant on ne laisse plus trop les difficultés s'installer. On essaye de réagir tout de suite, à la moindre difficulté, hem, pour ne pas, laisser, voilà,
pour que notre fille retrouve un bon sommeil le plus rapidement possible et que la frustration et la fatigue de notre côté n'empirent pas non plus, quoi. Et il m'est arrivé de faire de nouveau appel à Caroline pour des consultations ponctuelles parce que je ne savais pas forcément comment faire face à un problème précis auquel on n'avait pas du tout fait face auparavant. Notamment lors du sevrage en fait des tétés, de la dernière tétée de la journée. En fait, jusqu'à l'été dernier, notre fille globalement tétait encore le matin et le soir. Et puis progressivement, la tétée du matin a disparu. Et puis en décembre l'an dernier, on a décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter la dernière tétée aussi de la journée, qui marquait, on va dire, la fin du rituel du coucher. Et j'ai arrêté à ce moment-là parce que pour un tas de raisons, mais il m'avait semblé que c'était le bon moment pour elle comme pour moi. Et ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu de résistance. Elle n'a pas réclamé la tétée. Et pourtant, les endormissements sont de nouveau devenus difficiles. Et puis, ça a duré pendant quelques semaines. Et alors, on faisait ce qu'on avait fait les premières fois, les premiers temps. On était là, on répondait aux appels de notre enfant pour la rassurer, pour lui redonner confiance, mais vraiment aucune évolution. Et là, notre consultation avec Caroline nous a permis de comprendre que c'était pas forcément juste lié à l'arrêt de l'allaitement, mais aussi au fait que simplement le rythme de notre enfant avait aussi certainement changé au vu de son âge et qu'en fait on l'a couché trop tôt. Voilà. Et donc au moment où on la mettait au lit, elle était juste, elle était pas prête à dormir. Et donc elle poireautait dans son lit une demi-heure, 1 heure. Et en fait, au bout de quelques semaines, non seulement elle était frustrée parce qu'elle passait beaucoup de temps dans son lit à chercher le sommeil, alors qu'il était beaucoup trop tôt, et aussi parce que du coup, elle se disait: «Je sais plus m'endormir, je ne peux plus m'endormir». Donc elle a perdu aussi cette confiance-là. Voilà, donc l'accompagnement avec Caroline à ce moment-là nous a permis, donc ça c'était en février-mars cette année, d'aider notre enfant déjà à se positionner sur un rythme plus adapté à son horloge biologique à ce moment-là. Et puis là, il a fallu faire tout un travail pour l'aider à retrouver confiance dans sa capacité à s'endormir, puisque ça faisait quelques semaines déjà qu'elle poireautait dans son lit et que nous, on était là, on intervenait, on essayait de la rassurer, on lui disait qu'elle allait trouver sommeil, mais elle ne trouvait pas ce sommeil. Donc là, il fallait leur dire, bon, on a fait des erreurs, on ne te couchait pas au bon moment, maintenant c'est bon, c'est le bon moment pour toi pour dormir. Tu as toujours cette capacité à t'endormir, donc tu vas y arriver. Voilà. Et puis, en quelques jours, c'était réglé, on va dire. Ah oui, c'est fou. C'est extrêmement passionnant parce qu'effectivement, on se rend pas compte à quel point le rythme peut changer pour eux, à quel point les choses peuvent évoluer. Et puis, comme vous le disiez à juste titre, on peut croire qu'il y a une raison parce que 2 choses arrivent en même temps et on peut croire qu'il y a une raison qui est responsable d'eux, alors qu'en fin de compte, c'est comme souvent avec le sommeil, c'est souvent un cocktail de raisons qui font que ça va moins bien. Et puis, le fait d'avoir une tierce personne, ça permet de mettre aussi le doigt sur quelque chose, de sortir du contexte et de sortir du côté émotionnel. Donc oui, effectivement, je peux imaginer. Et puis, je peux imaginer votre soulagement de vous dire: «En 3 jours, c'est bon, ça y est». Oui, c'est ça, complètement. Natacha, on arrive vers la fin de cet échange. Est-ce qu'il y a quelque chose, un message que vous souhaiteriez faire passer aux parents qui nous écoutent aujourd'hui ou quelque chose qui vous a profondément marqué de l'accompagnement ou juste un message plus général? J'aimerais partager un petit peu ce que j'ai ressenti finalement lors de mon premier échange avec Caroline. À ce moment-là, j'ai ressenti énormément à la fois de colère et de culpabilité. En fait, je savais que quelque chose n'allait pas et assez rapidement finalement, hein, j'ai pris contact avec, des professionnels de la santé, mais je n'ai pas été entendue.
Et je n'en veux pas à ces professionnels de la santé. En fait, j'ai réalisé, notamment grâce à Caroline, qu'aujourd'hui, même les professionnels de la santé qui se spécialisent dans la petite enfance ne sont pas du tout formés au sommeil. Donc, ma colère, elle est liée au fait je déplore que aujourd'hui, il y ait si peu d'informations qui soient disponibles, d'informations fiables qui soient disponibles sur le sommeil des bébés, ou alors que cette information-là ne soit pas diffusée plus largement, et que lorsqu'on accompagne les parents, les futurs parents surtout, on ne mette pas l'accent sur cet aspect-là. Parce que vraiment, l'accompagnement avec Caroline m'a permis de réaliser à quel point le sommeil était important. En fait, on peut, enfin, en tant qu'être humain, se passer de manière générale, je veux dire, de manger pendant quelque temps. Par contre, si on ne dort pas, ça va aller très très mal, beaucoup plus vite. D'ailleurs, je me souviens très bien d'une nuit où je me suis réveillée au bout d'un énième réveil, et je me suis dit: «Mais c'est donc pour ça qu'on utilise la privation de sommeil comme mode de torture, en fait». Voilà, pour vous dire à quel point j'étais physiquement et moralement à bout. Et, et donc, je trouve ça juste, ouais, je déplore vraiment qu'il y ait pas plus d'informations autour du sommeil des enfants, et que les professionnels de la petite enfance ne soient pas davantage formés à ce sujet. Maintenant, je sais que Fedodo fait beaucoup de travail en ce sens, donc c'est formidable. Et puis oui, je parlais aussi de culpabilité, parce que je me suis dit, enfin mince, quoi, j'ai un petit peu lu quand même pendant ma grossesse, j'ai essayé de me renseigner pour partir sur de bonnes bases, et je me dis: «Mais comment ça se fait que j'ai pas su, plus tôt que ce que je vivais n'était pas normal?» Enfin, je l'ai su, je l'ai senti, mais je ne savais pas vers qui me tourner. Et en parlant à Caroline, j'ai pris conscience du nombre d'erreurs finalement qu'on avait faites, et de tout ce qu'on n'avait pas fait, tout ce qui avait empêché notre enfant de trouver le sommeil, tout ce qui avait empêché notre enfant de bien dormir et de dormir suffisamment. Donc voilà, j'ai envie de dire aujourd'hui que quand on est dans une telle souffrance en tant que parent, déjà, on n'y peut rien. On est malheureusement dans une société où il y a les professionnels de la santé, les personnes qui sont censées accompagner les parents et les bébés ne sont pas du tout informés sur ce sujet. Donc bon, on fait avec ce qu'on trouve, hein. Et l'autre chose, c'est que aujourd'hui, heureusement, grâce à Fedodo et un tas d'autres professionnels, il existe des solutions, il existe des accompagnements. Et à partir du moment où les réveils de notre enfant, les endormissements de notre enfant sont une souffrance pour nous, il est primordial d'essayer de faire quelque chose. Je sais que les accompagnements ne sont pas accessibles à toutes les bourses. C'est pour ça que je suis contente, que je suis hyper reconnaissante que Fedodo essaye de divulguer un tas d'informations à travers le blog, à travers son compte Instagram, à travers le podcast maintenant. J'espère que ça va vraiment permettre aux personnes, aux parents, futurs parents, aux professionnels de la santé de prendre conscience de l'importance du sommeil, et de pouvoir trouver ici et là quelques conseils pour prendre de bonnes habitudes et donner de bonnes habitudes à leurs enfants dès le départ. Voilà. Tout ça pour dire que c'est pas une fatalité, qu'il existe des solutions, et que même quand on est parti sur de mauvaises bases, il est possible d'améliorer la situation. Et c'est pas juste possible, en fait, c'est nécessaire. J'ai réalisé grâce à tous mes échanges avec Caroline que la dette de sommeil, c'était en fait un problème de santé publique, et que même quand en tant que parent, on arrive à supporter ces multiples réveils, même quand en tant que parent, on arrive à faire avec ces heures passées auprès de son enfant avant qu'il ou elle ne s'endorme, la dette de sommeil a un impact sur le court, le moyen et le long terme sur la santé et le développement de l'enfant. Et ça, je pense que trop peu de personnes le savent. Donc voilà, je pense que
je terminerai là. Merci infiniment Natacha pour ce mot de la fin. C'est effectivement très, très puissant ce que vous avez dit et ça me permet je suis en train de me rappeler justement d'un exemple que Caroline avait cité dans un des tout premiers podcasts que nous avions enregistrés sur Allo fait dodo, où justement elle disait qu'il y avait une des mamans qui l'avait sollicité et qui avait été profondément choquée parce qu'un médecin lui avait dit, à savoir, mais écoutez, en l'occurrence, votre sommeil, c'est pas la priorité. Ce qui compte, c'est que votre enfant, voilà, il puisse téter la nuit, etc. Et ça fait écho à ce que vous dites, à savoir qu'il n'y a pas besoin de choisir entre le sommeil en tant que parent et le sommeil de l'enfant. Fait dodo et Caroline et l'ensemble des consultantes qu'elle a formées aujourd'hui nous prouvent tous les jours que justement il y a moyen d'avoir les deux et qu'il y a un pont tout à fait faisable entre les deux. Et comme vous le disiez à juste titre, ce n'est pas une fatalité. Donc merci pour ce message très très puissant et j'espère qu'il sera entendu par de nombreux parents. Si toutefois ça peut à la fois les éclairer et les aider aussi à peut-être cheminer plus facilement et à être moins perdu, parce qu'effectivement cette thématique du sommeil peut être à la fois très confuse, et comme vous le disiez au tout début de l'échange, quand on est épuisé, c'est très dur d'y voir clair, de faire les bons choix, et parfois quand on a une main tendue, c'est toujours plus facile. Tout à fait. Merci infiniment Natacha. Merci beaucoup pour tout ce temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. C'était un échange très riche. Et puis, je vous souhaite une très bonne continuation pour la suite avec votre mari et votre fille. Un bon repos à toute la famille. Merci beaucoup Aurélie, merci pour votre accueil. À bientôt. À bientôt. Comme nous venons de le voir au travers de ce partage d'expérience, la parentalité est toujours un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuse. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site de l'univers fait dodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu ? Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Alors merci d'avance et à très vite sur Allo fait dodo.